Que se passe-t-il dans l'esprit d'un tueur au cours de ces dernières heures? Est-ce du remords, de la défiance, une recherche désespérée de sens dans une vie définie par la destruction? Plongeons dans les recoins les plus sombres de l'esprit humain en explorant les dernières interviews de tueurs en série avant leur exécution. Accrochez-vous, alors que nous explorons l'esprit de ces criminels notoires et tentons de comprendre les profondeurs insondables de leurs actes. Numéro 1. Ed Cole. Dans une interview télévisée exclusive, un condamné à mort, Ed Cole revient sur sa vie, sa peine et la souffrance qu'il a infligée à ses victimes. L'interview a lieu quelques heures avant son exécution programmée. Au début de l'interview, le journaliste interroge Cole sur le stress qu'il ressent et si cela devient plus dur ou plus facile à gérer. Cole admet que les derniers jours ont été émotionnellement éprouvants, le laissant fatigué et las. Mais vraiment, les 2 derniers jours ont été vraiment émotionnellement, je veux dire, pas mentalement, mais émotionnellement drainant. Je me sentais juste fatigué et tout, épuisant. Cependant, il reste résolu dans sa décision et n'exprime aucun désir de repousser son exécution. Je ne veux tout simplement pas. Interrogé sur ses remords envers les victimes, Cole reconnaît son chagrin, particulièrement pour une fille de 11 ans assassinée en 1967. Surtout celle qui était la fille de 11 ans, mais il y a longtemps, en 196 E7. Il réfléchit à l'impact que ces actes ont pu avoir sur sa vie et admet que même une peine de 5 ans qu'il a purgée n'a pas atténué ses sentiments de culpabilité. Et même ça, même en faisant ces 5 ans, ce n'était pas suffisant, mais j'y ai pensé et me suis condamné moi-même pendant de nombreuses années parce que je peux juste imaginer ce que sa vie aurait pu être. Bien qu'il ne mentionne pas le nom des victimes, le journaliste l'interroge sur l'aspect religieux de sa situation. Cole considère cela comme une affaire personnelle, mais en reconnaît la présence dans ses pensées. La conversation passe aux inquiétudes concernant une potentielle douleur pendant le processus d'exécution. Vous savez, j'ai dit que si je n'étais pas inquiet à ce sujet, je mentirais, parce que tout le monde veut partir de la façon la plus simple, la plus confortable. Interrogé directement s'il estime mériter de mourir, Cole a du mal à répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est la question pour ce que j'ai fait. Oui, je pense que je mérite de mourir. Carol Edward Eddie Cole, né à Sioux City, Iowa, le 9 mai 1938, est connu comme un tueur en série américain responsable de la mort d'au moins 15 femmes et d'un garçon entre 1947 et 1980. La vie turbulente de Cole a commencé par une éducation tumultueuse, marquée par la relation tendue de ses parents et l'infidélité de sa mère pendant que son père combattait pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère exposa Cole à ses aventures extra-conjugales, le menaçant de le réduire au silence. Cette éducation a conduit à des tourments à l'école, où il fut ridiculisé à cause de son nom féminin. À l'âge de 8 ans, la colère refoulée de Cole et son désir de vengeance se manifestèrent par la noyade de l'un de ses camarades de classe, Dwayne. Il passa du temps dans des hôpitaux psychiatriques où les médecins constatèrent son incapacité à avoir des rapports sexuels sans tuer des femmes. Diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale, il fut libéré en 1963. Une série de meurtres atroces marqua la vie adulte de Cole. Il justifia ses actes en affirmant que ses victimes lui rappelèrent sa mère adultère. Pendant l'interrogatoire, Cole avoua tous les meurtres, admettant avoir tué au moins 14 femmes au cours des 9 années précédentes. Le 6 décembre 1985, il fut exécuté par injection létale à la prison d'État du Nevada. Peu après sa mort, son cerveau fut prélevé pour examen. Numéro 2. Wesley Allen Dodd. En 1989, le monde fut choqué par les crimes odieux commis par Wesley Allen Dodd. Pendant l'interrogatoire de police, la vérité émergea. Dodd avait agressé sexuellement et tué 3 autres garçons dans les mois précédents. Dans une interview glaçante, Wesley Allen Dodd révèle ses motifs macabres et son passé troublé avant son exécution imminente. Pourquoi voulez-vous être exécuté ? Je dois être... Je tuerai à nouveau. Non, je le referai. J'ai molesté des enfants sans arrêt depuis que j'ai 13 ans, plus de la moitié de ma vie. Quoi qu'il arrive, je peux garantir que je le referai et tôt ou tard je tuerai un autre enfant. Je ne vais pas dire qui, mais il y a quelqu'un là dehors. Il y a un homme là dehors. Il avoue avoir commis de telles atrocités dans le passé et, de manière troublante, il révèle qu'il prenait plaisir à ses actes à l'époque. Je pense que ça le ferait. Je pense que quelques abuseurs, de toute façon, vont réfléchir à 2 fois avant de refaire quoi que ce soit. Il admet avoir des moments de réflexion où il contemple les terribles déclarations de ses victimes avant leur mort prématurée. Parfois, ce n'est pas facile,
J'ai dit qu'il y a des fois où je pense à ce que j'ai fait. Je pense à certaines des choses que les garçons ont dites avant de mourir, et c'est vraiment dur à penser. D'autres fois, j'essaie juste de tout chasser de mon esprit. D'une certaine manière, oui, je pense que ça pourrait être un soulagement. Je n'aurais plus à penser à toutes ces choses. Et je sais que c'est la seule façon dont je peux garantir que je ne ferai de mal à personne d'autre. Né dans un foyer malheureux, l'enfance troublée de Dodd a pu contribuer à son comportement criminel. À 13 ans, il commença à s'exhiber devant des petits-enfants depuis la fenêtre de sa chambre. Malgré de multiples arrestations, Dodd reçut des punitions clémentes, renforçant sa conviction que personne ne se souciait de ses actes. Bien qu'il ait reçu une assistance psychologique, Dodd admit ouvertement que cela n'affectait pas son désir de faire du mal aux enfants. L'étendue de la dépravation de Dodd fut révélée grâce à son journal, qui contenait des plans pour l'enlèvement, la torture, les abus sexuels et le meurtre. Le 3 septembre 1989, il passa à l'acte sur l'un de ses plans glaçants, attirant deux jeunes frères, Cole et William, près d'un sentier dans un parc. Dodd ligota, agressa sexuellement et finalement poignarda les garçons à mort. Moins de 2 mois plus tard, Dodd enleva Lee Iseli, âgé de 4 ans. Le lendemain matin, Dodd tua Lee en l'étranglant, puis en le pendant à une barre dans son placard. Pendant son incarcération, Dodd écrivit une brochure visant à éduquer les enfants sur les dangers potentiels. Il forma également un lien inattendu avec un garçon de 8 ans, Noah, qui commença à correspondre avec lui. Numéro 3, Velma Barfield. Son apparence de grand-mère et son doux accent du Sud contrastaient fortement avec ses aveux en tant que tueuse en série. Dans l'interview, avant son exécution, elle déclara que sa proximité avec la chambre servait de rappel constant de son sort probable et d'isolement total des personnes avec lesquelles elle avait été pendant près de 6 ans. Un isolement total de tout le monde avec qui j'avais été pendant presque 6 ans. Barfield attribue sa descente dans la criminalité à la toxicomanie. Elle devint dépendante des tranquillisants pendant une période difficile de sa vie. En repensant aux 10 dernières années, elle les décrit comme un cauchemar induit par la drogue où elle perdait souvent la trace de son lieu de résidence et de ses actions. Les 10 dernières années étaient comme ça. Des années de cauchemars liés à la drogue, des jours à ne pas savoir où vous êtes ou ce que vous avez fait. Pendant son emprisonnement, Barfield affirme avoir trouvé du réconfort dans sa relation avec Dieu. Elle croit que sa foi a été déterminante pour l'aider à supporter les défis de l'incarcération. Vivre en prison chaque jour est une lutte, même au mieux, et, je sais que sans lui et sans sa force qui m'a soutenue, je n'aurais même pas pu tenir jusque-là. Barfield, désormais sobre et pleine de remords, exprime de profonds regrets pour la douleur qu'elle a causée aux autres. Je suis désolée pour la souffrance que j'ai causée à tant de gens. Aujourd'hui, si c'était possible, je souhaiterais pouvoir prendre chaque morceau de souffrance sur moi. Née dans une famille à faible revenu, sa vie de crime a commencé tôt, lorsqu'elle a commencé à voler de l'argent de poche à son père. Après avoir fui un foyer abusif, une série de tragédies et de morts mystérieuses ont suivi Velma, y compris ses 2 maris et sa propre mère. En tant que garde-malade, elle a continué à être employée, mais les soupçons ont surgi lorsque plusieurs de ses patients sont tombés malades et sont morts. Une dénonciation anonyme a mené à des autopsies qui ont révélé des traces d'arsenic provenant de morts aux rats dans les corps de ses victimes. Vêtue de pyjama rose et ayant consommé un dernier repas composé de Coca-Cola et de cheese doodle, Velma fut exécutée par injection létale, devenant la première femme exécutée en Amérique depuis 22 ans. Numéro 4, Ted Bundy. Il allait devenir l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire américaine, malgré son comportement charmant et son intelligence. Dans les dernières heures précédant son exécution programmée, Ted Bundy s'assit pour une interview, cherchant à utiliser son temps restant de manière productive. Ce qui me passe par la tête en ce moment, c'est d'utiliser les minutes et les heures qu'il me reste de la manière la plus fructueuse possible et de voir ce qui se passe. Cela aide de vivre dans le moment, dans l'essence que nous l'utilisons de manière productive. Alors que la conversation plonge dans le passé de Bundy, il réfléchit aux origines de son comportement, brossant le tableau d'une éducation parfaite. J'ai grandi dans une maison merveilleuse, avec 2 parents dévoués et aimants, l'un de 5 frères et sœurs. Nous allions régulièrement à l'église. 2 parents chrétiens qui ne buvaient pas, ne fumaient pas. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas d'abus physiques ou de bagarres à la maison. Malgré cela, Bundy reconnaît avoir rencontré du contenu explicite, expliquant comment l'exposition à une pornographie violente
a joué un rôle en alimentant ses fantasmes. Les types de pornographie les plus dommageables sont ceux qui impliquent la violence, et comme je ne le sais que trop bien, cela provoque un comportement qui est juste. C'est juste trop terrible à décrire. Je ne blâme pas la pornographie, et ne dis pas que cela m'a poussé à sortir et à faire certaines choses. Je prends l'entière responsabilité de tout ce que j'ai fait, et de toutes les choses que j'ai faites. Absolument horrifié que j'étais capable de faire quelque chose comme ça. Il n'y a tout simplement absolument aucun moyen de décrire d'abord l'envie brutale de faire ce genre de choses. Il lutte avec le contraste frappant entre sa vie régulière, où il paraissait normal aux amis et à la famille, et les ténèbres cachées en lui. Je n'étais pas un type qui traînait dans les bars ou un clochard, ou je n'étais pas un pervers dans le sens où, vous savez, les gens regardent quelqu'un et disent « Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ». J'avais de bons amis, sauf pour ceux un petit mais très puissants et très destructeurs segments que j'ai gardés très secrets. L'interview aborde les remords de Bundy pour ses victimes et leurs familles, reconnaissant la douleur qu'il a causée et les dommages irréparables infligés. Je ne veux pas mourir, je ne vais pas vous mentir, je ne vous tromperai pas. Je mérite certainement la punition la plus extrême que la société ait, et je pense que la société mérite d'être protégée de moi et d'autres comme moi. Dans ces dernières heures, Bundy trouve le réconfort et puise sa force dans sa foi en Jésus-Christ, ayant accepté le pardon et étant devenu croyant. Bundy rencontra son destin sur la chaise électrique le 24 janvier 1989. Ce talent unique lui permit de maintenir un masque trompeur de normalité tout en se livrant à des actes méprisables qui lui vaudraient le titre infâme de la définition même du mal sans cœur.